Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue pour ce webinaire dédié au parcours en auto-école à statut associatif dans le Cantal, qui va être co-animé par Pierre Savaric et moi-même, Oriane Mathès, chargée de mission pour la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Pierre, je vais te laisser te présenter rapidement. Ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Savaric, je suis le directeur de l'AFAPCA, qui est une association loi 1901 qui porte différents dispositifs, dont entre autres une plateforme de mobilité et une auto-école à statut associatif, qui est le sujet du jour. Donc, je vais laisser, si certains participants veulent ouvrir vos micros et vos caméras pour vous présenter rapidement, nous dire un petit peu sur quel territoire vous travaillez et quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Allez-y. Oui, bonjour. Du coup, je vais commencer. Je voulais laisser la politesse aux demoiselles. Fabien Gilles, service emploi insertion sur un dispositif Cantal emploi insertion, mis en place depuis avril 2021 et qui a pour objectif d'accompagner les bénéficiaires du RSA au niveau de l'insertion professionnelle. Ce que j'attends, il y a quelques années, j'avais travaillé avec une auto-école sociale qui s'appelait FIT, me semble-t-il, sur Clermont-Ferrand. C'était dans le cadre de l'ADAPI. J'avais trouvé ça vraiment très très intéressant, avec vraiment des objectifs qui avaient été largement atteints. Donc voilà, donc je me réjouis d'une telle initiative en espérant que ça voit rapidement le jour et surtout que ça prenne son envol et que ça soit aussi sur les territoires ruraux et pas seulement sur Aurillac. Voilà. Merci Fabien. Et FIT, une structure qu'on connaît bien puisqu'elle est aussi adhérente à la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent se présenter rapidement? Oui. Ah, bon. Allez-y, c'est bon? Oui, Christophe Najac, chargé d'accompagnement global au PRIR 15, donc le programme régional d'intégration des réfugiés dans le Cantal. C'est pour l'association Forum Réfugiés. Voilà, donc je travaille souvent avec la FAPCA, effectivement par téléphone ou en envoyant des fiches d'inscription. Merci beaucoup. Je pense que c'est à moi. Donc, Maëva Le Chevalier. Donc, je suis responsable d'unité dans une unité éducative en milieu ouvert. Donc, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, dans le cadre des jeunes qui nous sont confiés sous main de justice, il y a tout le volet insertion qu'on doit mettre en œuvre. Et donc, du coup, c'est vraiment de pouvoir faire de l'information auprès des jeunes qui vont jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, voilà, c'est aussi pour pouvoir informer mon équipe d'éducateurs et de travailleurs sociaux pour le coup. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent se présenter avant de débuter ce webinaire? Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, vous pouvez aussi nous... Oui, allez-y, pardon. Si, c'est bon, pardon. Du coup, Nelly Grégoire, je suis travailleuse sociale à Addiction France, sur le secteur Mauriac et Rion-et-Montagne, où j'ai un côté accompagnement vers le soin et une partie prévention des addictions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent se présenter, nous dire un petit peu leurs attentes par rapport à ce webinaire? J'ai vu qu'il y avait un autre micro qui s'ouvrait, mais sinon, on va pouvoir débuter. Donc, je vais d'abord présenter la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, qui co-anime ce webinaire. Pour savoir, ces webinaires ont été organisés dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mobile Pro Plus, qui a pour objectif de sensibiliser et former les acteurs locaux aux solutions de mobilité existantes sur leur territoire. Donc, nous sommes 18 adhérents au sein de 11 départements sur 12, donc qui peuvent être des auto-écoles à statut associatif, des plateformes de mobilité, des vélo-écoles, des spécialistes de l'écomobilité ou des garages et des loueurs solidaires. Ah, pardon, je mets juste en grand. Voilà, nos missions, c'est du coup de professionnaliser les acteurs du réseau par des échanges de pratiques, des formations, des webinaires, mais aussi de représenter tous ces acteurs par des forums, des conférences et de divers référencements sur des plateformes type celle de Dora ou MEZ,
d'accompagner les territoires dans des études et des diagnostics de territoire et de faire de l'animation du coup de communauté de tous ces acteurs. On appartient à un réseau plus large qui est le réseau Mobile France qui fédère 11 régions et 200 opérateurs de mobilité inclusive. Donc voilà un petit peu une cartographie de la région et de nos adhérents. Et du coup, dans le Cantal, nous avons 2 adhérents, la FAPCA et le Garage solidaire du Cantal, qui a réalisé un webinaire la semaine dernière déjà pour présenter le garage. Tous nos webinaires sont enregistrés et ils se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Vous aurez un mail à la fin de ce webinaire avec la présentation et aussi le lien vers la chaîne YouTube. Je vais juste demander à tout le monde de bien couper vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous proposer une petite définition de la mobilité inclusive qui va apparaître sur vos écrans. L'idée, c'est pour d'abord placer le contexte et de savoir de quoi on parle. Donc, je vais publier la définition. Donc, la mobilité inclusive est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Vrai, faux, je ne sais pas. Effectivement, donc, tout le monde a répondu à peu près. Donc, il y a certaines personnes qui ne savaient pas encore la définition. N'hésitez pas si la définition n'est pas claire. Voilà. Pierre, je vais te laisser prendre la suite pour présenter la FAPCA. Alors du coup, juste, je rappelle, je ramène 2 précisions. N'hésitez pas à interagir, c'est tout l'intérêt du webinaire sur le fait que ça ne doit pas être juste une présentation j'allais dire, lue de notre PowerPoint là, mais vraiment le but c'est d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas à nous couper au milieu. Et j'ai oublié en me présentant que j'étais aussi coprésident de la Fédération Mobinora et que ce type d'action était financé dans le cadre des fonds de la stratégie de la lutte contre la pauvreté. Je tenais à le repréciser. Concernant les activités de l'association, donc ce que je disais en présentation, on porte différents dispositifs sur 4 domaines d'activité. Il y a tout un côté remobilisation, action sociale. Donc, dans ce cadre-là, on porte 3 dispositifs même, mais coup de pouce santé, impact Cantal et image de soi. Pour information, en 2023, ces 3 dispositifs vont fusionner en un seul dispositif qui s'appellera Respire. Il y aura une présentation qui sera faite, la date est en train de se caler, mais ça sera le vendredi 6 janvier au matin. Vous recevrez des invitations pour présenter ce nouveau dispositif et le nouveau système d'accompagnement à la mobilité, donc qui est notre 2e pôle d'accompagnement. Donc dans ce cadre-là, on a la plateforme de mobilité Cantal Move que vous pratiquez presque tous, je pense, et le dispositif de l'auto-école solidaire qu'on a lancé en, janvier-février 2022. Sur l'accompagnement à la formation, c'est par rapport aux personnes qui sont en contrat aidé, où on accompagne des projets de formation en cofinançant ou en finançant des actions de formation. Et on a aussi un dispositif autour des clauses sociales d'insertion avec un poste de facilitatrice des clauses sociales sur le département du Cantal. Dans le cadre de la mobilité, qui est le sujet d'aujourd'hui, la plateforme Cantal Move, elle a 2 gros objectifs. Un premier, c'est, et c'est pas celui que vous connaissez le plus foncièrement, mais c'est animer des groupes de réflexion et arriver à faire cheminer des réflexions communes sur le territoire pour faire bouger des lignes au niveau de transport, d'organisation, de dispositifs en plus de l'existant. Et celui que vous connaissez le plus, c'est le côté accompagner des personnes qui nous sont orientées par prescription pour travailler sur leur mobilité autonome. Donc voilà, dans ce cadre-là, voilà, on participe à tout ce qui est animation d'un réseau qui s'appelle Cap Rural. Donc je suis en lien avec la Fédération Mobinora. On co-anime un projet avec Handicap et Société, avec un groupe de travail Mobilité pour tous sur le département du Cantal. On organise un challenge mobilité, on est référencé auprès de France Mobilité, du laboratoire mobilité inclusive. Voilà. Le but étant que les actions qu'on porte soient le plus largement
communiquée, donc utilisée par les acteurs du territoire, et aussi du coup essayer de travailler en amont, des choses qui ne se voient pas, mais qui seront peut-être des projets pour dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, avec d'autres acteurs qui sont plus les EPCI, les communautés de communes ou la communauté d'agglomération en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, du coup, on vous a mis sur les interventions. Les points orange, c'est les points où la FAPCA intervient le plus fréquemment, c'est-à-dire au moins une fois tous les 15 jours. Et la partie, la grosse loupe, là, ça fait une loupe un peu rouge, là, c'est le rayon d'action de l'auto-école solidaire. Donc, pour l'instant, elle est que sur une part de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Donc, pour répondre à Fabien Gilles sur le besoin du territoire rural, je reviendrai, j'irai un peu plus loin dans le webinaire, en fait. Je ferai un zoom dessus. Le diagnostic du territoire, et du coup, on a mis le garage solidaire. Les points bleus, ce sont les points où il y a accès à de la location de véhicules à tarif solidaire. Donc, Saint-Flour, Murat, Ide, Mauriac et Aurillac, du coup. La mise en place de la plateforme de mobilité et donc de l'auto-école solidaire, c'est lié à 4 grandes, réalités. On est sur un territoire de montagne, on a du mal de se déplacer d'un point A à un point B. Il existe des aides à la mobilité, mais qui étaient partielles, non identifiées par tout le monde, donc on est là pour essayer de faire la jonction là-dessus. Et le côté pouvoir se déplacer de manière autonome en milieu rural a encore plus d'importance, on le verra tout à l'heure sur des chiffres, qu'en milieu urbain, parce qu'on a moins de transports en commun et donc l'insertion socio-professionnelle ne peut s'envisager ou s'envisage très essentiellement par le véhicule et le permis en fait. Et du coup, les publics en situation d'insertion, ou en tout cas en situation de précarité, sont eux les publics les plus touchés, puisque du coup, un permis, un code, un véhicule, ça coûte de l'argent en investissement au début, et puis sur de l'entretien après de véhicules. Donc du coup, c'était le combo un peu magique entre notre situation géographique, des difficultés de déplacement, une dotation en transport en commun un peu faible, et en plus l'obligation pour l'insertion d'être mobile sur notre territoire. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Oui, merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions sur justement le territoire d'intervention de la FAPCA? N'hésitez pas, si vous ne voulez pas interrompre Pierre ou moi pendant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on y reviendra juste après. Donc rapidement, pour vous présenter un petit peu la mobilité en quelques chiffres, mais particulièrement sur la thématique des auto-écoles à statut associatif, je voulais vous remettre le tarif normal, entre guillemets, le coût du moyen du permis de conduire, qui est de 1 804 €. Donc, c'est une moyenne nationale qui comprend le code et les heures de conduite. C'est 4 Français sur 10 qui estiment ne pas disposer d'un accès facile et rapide au réseau de transport local et de transport moyen longue distance. Et donc, 50% des personnes en difficulté sociale et professionnels ne disposent pas de permis de conduire et 28% ne disposent d'aucune solution de mobilité. Voilà, pour replacer un petit peu le contexte en quelques chiffres. Et je vais vous présenter également quelques chiffres que nous avons que la Fédération a récoltés cette année. Donc, c'est des chiffres qui portent sur l'année 2021, donc avec tous les adhérents de la Fédération. Et donc, c'est environ 50 prestations permis AM. Donc, et 1137 prestations permis B. Il y a 11 agréments d'auto-école à statut associatif au sein de la fédération, ce qui représente 35 enseignants de la conduite. Et les types de publics accompagnés, c'est principalement des demandeurs d'emploi ou des allocataires des minima sociaux, suivi ensuite des jeunes en mission locale, des personnes en situation de handicap et en moindre mesure des salariés en IAE et des seniors. Et en ce qui concerne les données de la FAPCA sur l'auto-école sociale, je te laisse présenter, Pierre.
Alors du coup, l'auto-école à statut associatif ou auto-école solidaire, qu'importe le nom qu'on lui donne, elle est soumise à un agrément en préfecture qu'on a obtenu le 21 décembre 2021. On a recruté un enseignant de la conduite mi-janvier et les premiers accompagnements ont été mis en place en février 2022. Donc du coup, les chiffres sont de février 2022 à hier en fait. Donc on va se dire qu'il y a à peu près 10 mois d'ancienneté sur l'auto-école. Donc c'est des chiffres qui sont bien sûr largement perfectibles. À aujourd'hui, il y a 66 personnes qui sont en accompagnement ou qui ont été accompagnées dans l'auto-école solidaire. Elle était programmée pour une petite cinquantaine à la base. Donc, il y a une deuxième personne qui a été recrutée depuis septembre en une monitrice d'auto-école supplémentaire. Là. Il y a 18 personnes qui ont obtenu leur code de la route et 5 qui ont obtenu leur permis de conduire. Les taux de réussite, parce que du coup, quand on parle en chiffres, comme ça, c'est compliqué. On a mis des taux de réussite, parce que du coup, sur le permis de conduire, il y en a 5 sur 9 qui l'ont eu. On n'a présenté que 9 personnes, puisqu'on est sur des parcours très longs. Donc, il y a des personnes qui ont attaqué à conduire en février, qui l'ont passé peut-être qu'au mois d'octobre. Donc, du coup, c'est pas nous qui utilisons le plus de places d'auto-école sur le territoire du Cantal, foncièrement. Et sur le code de la route, il y a 29 personnes qui l'ont passé, dont 18 qui l'ont obtenu, ce qui fait les 62% de taux de réussite. On a mis en place cette année 3 ateliers au sein de l'auto-école. Donc l'atelier prépa code, Intégra code et code renforcé. Il y a 10 personnes qui conduisent sur la voiture boîte manuelle et 4 sur le véhicule en boîte automatique pour l'instant. Et on a une personne qui a fait une remise à niveau. C'est des petits chiffres en chiffres absolus, potentiellement. Malgré tout, on doit pouvoir se dire qu'on arrive entre 70 et 80 personnes sur une année à peu près normale, en fait. Donc, ce qui commence à être à l'échelle du territoire du Cantal, tout en restant sur le bassin de vie d'Aurillac aujourd'hui, malgré tout conséquent, en termes d'accompagnement en tout cas. Je te laisse présenter maintenant les données sur les bénéficiaires. Alors, du coup, on va être. La photo ressemble étrangement à ce qui a été présenté au niveau régional. On a donc ce qui à la population cantalienne aussi, on a un peu plus de femmes que d'hommes. Ce qui est le cas sur le territoire du Cantal. C'est des personnes qui ont des petits niveaux scolaires, donc niveau 6 plus niveau 5. Vous voyez, on est à plus de 87% qui sont niveau 5 ou infra 5, donc niveau CAP maximum. L'âge des bénéficiaires, une grosse majorité des 26-44 ans. Et la situation administrative, on a 35% des personnes qui sont au RSA, 25% qui relèvent de l'IAE et à peu près 10% de personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Le but, c'était pour avoir une photo un peu, donc ça va être plutôt une femme d'une trentaine d'années qui a un petit niveau scolaire et qui est au RSA. Si je schématise vraiment la photographie du bénéficiaire type. Pierre, on a une question de Maëva Le Chevalier qui demande que se passe-t-il pour les personnes qui n'ont pas réussi le permis? Prennent-ils des cours supplémentaires? Oui, alors du coup, il y a... Alors, peut-être que j'y reviendrai après, mais en tout cas, oui, on les représente plusieurs fois. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont échoué une fois qu'ils s'en vont après de l'auto-école. Donc, je reviendrai après sur cette question au moment où je présenterai les différents outils qu'on a sur l'auto-école, si ça ne vous dérange pas. Eh ben, on commence. Donc, c'est quoi l'auto-école solidaire? On ne peut pas y rentrer comme dans une auto-école commerciale. C'est la différence entre une auto-école commerciale classique qu'on connaît sur nos territoires et celle qu'on a. On part du principe que les personnes ont dû faire le bilan mobilité. Qu'au sein de ce bilan de mobilité, il y a eu une évaluation de conduite qui a été faite. L'évaluation de conduite, c'est un des critères qui nous permet de rentrer ou pas sur l'auto-école solidaire. Un permis aujourd'hui, en boîte manuelle, c'est 20 heures plus 1 heure d'examen. On est parti du principe que toutes les personnes qui avaient plus de 40 heures, donc le double du minimum légal, pouvaient être éligibles à l'auto-école solidaire. Et de la même manière, en boîte automatique, c'est 13 heures, un permis boîte automatique. On est parti du même principe que ceux pour qui il y avait plus du double que le minimum légal, donc 26 heures,
pouvaient être éligibles à la mesure, en fait. Et se rajoute à ça les problématiques cognitives, linguistiques, le côté gestion du stress, le côté difficulté d'accompagnement, le fait que les horaires peuvent être adaptés, donc en fonction des situations de vie, des situations familiales des gens. On essaie de mettre tout ça dans la décision pour savoir qui rentre sur l'auto-école ou pas. Et on fait une validation une fois par semaine. Là, les mercredis matins, entre autres, il y a une réunion interne où on voit qui, en fonction des évals, des besoins, de tous ces critères, peut accéder à l'auto-école. On sait très bien que pour certaines personnes, c'est frustrant, mais d'un autre côté, on n'arrive pas à absorber tout le monde, en fait. Donc, du coup, il a fallu qu'on mette des prérequis pour que ça soit quelque chose le plus audible possible pour les bénéficiaires en disant, vous avez 30 heures de conduite, ce qui est à peu près la moyenne en France. On dit qu'il faut à peu près une trentaine d'heures, même si le permis est qu'à 20 heures. En moyenne, c'est autour des 30 heures. On estime que c'est dans la moyenne de monsieur, madame, tout le monde, et donc du coup, on ne relève pas spécialement de la pédagogie adaptée. Donc, si on est à 40, on est bien au-delà, voilà. Mais pour certaines personnes, ils vont avoir 40 heures, mais parce qu'ils auront juste un problème de spatialisation. Donc, des fois, ça ne relève pas aussi complètement de l'auto-école solidaire. Donc, c'est aussi un peu du cas par cas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces prérequis? Non. A priori, non. Il n'y en a pas dans le chat non plus. Ça marche. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, on délivre différentes prestations, donc prépa code, intégra code, code renforcé, de la conduite sur la boîte auto, de la boîte manuelle et même une option pour quand on a eu le permis en boîte automatique pour le transformer en boîte manuelle. C'est ce qu'on appelle le code, la levée du code restrictif 78. C'est un terme technique, mais officiel. Cette option-là, pour l'instant, on ne l'a pas encore utilisée, mais elle peut être utile pour des personnes qui ont trop de difficultés sur la boîte manuelle, les faire basculer en boîte auto, et quelques mois plus tard, faire quelques heures complémentaires, une fois qu'ils ont déjà bien conduit en boîte auto, de repasser en boîte manuelle. Le but, l'objectif de l'auto-école, c'est de faire un accompagnement renforcé. Quand je dis renforcé, c'est vraiment que ça soit le plus intense possible pour les bénéficiaires. Donc c'est aussi compliqué des fois pour eux, même si on s'adapte à leur rythme, on leur demande que ça ne soit pas 1 heure de conduite semaine. Le but, c'est qu'ils en aient 2, 3, 4, en fait, que ça puisse avancer. Ils ont beaucoup de difficultés. Donc, l'objectif pour nous, c'est de mettre beaucoup d'heures chaque semaine pour qu'ils ne perdent pas d'une semaine sur l'autre, en fait, et qu'ils s'entraînent et qu'ils continuent, en fait. C'est une des réponses qu'on amène là-dessus. Et souvent, on part du principe dans l'évaluation, on essaie de voir s'ils mettront plus de 6 mois ou moins de 6 mois pour présenter le code de la route, en fait. Et le but, c'est pour nous à peu près se dire que dans l'année, ils arrivent à avoir le code et la conduite. Si tout va bien. C'est bon? Oui, je pense que tu peux détailler chaque. Ça marche. Chaque Donc, prestation. chaque prestation. Tu peux faire tourner le... Super, je te remercie. Donc, l'atelier prépa code, en fait, l'objectif de l'atelier prépa code, c'est de présenter le code de la route, c'est d'arriver à se positionner sur le code de la route. C'est quelque chose qui se fait 5 heures semaine, 2 demi-journées, sur 30 semaines, 150 heures de formation. Quand je disais le côté intense, c'est de répéter, toujours répéter, pour que le but, c'est que quand on les inscrive à la session de code, toutes ces notions-là soient les plus fraîches possibles pour eux et qu'ils aient vu le plus de choses en amont pour qu'ils puissent obtenir leur code. On fait en sorte d'adapter au maximum la pédagogie. On tient compte de chaque difficulté de chaque personne. On fait des points réguliers avec eux. On essaie de leur faire comprendre que plus ils nous disent où est-ce qu'ils ont un problème de compréhension, pourquoi ça bloque ou toutes ces choses-là, qu'on puisse en tenir compte par la suite. S'ils nous disent rien, ça va être compliqué. Malgré tout, on a des outils. Quand ils font des sessions de code, c'est ça que j'ai pas dit, l'auto-école est adaptée comme dans une auto-école classique, voire même un peu mieux, puisqu'on peut reproduire les mêmes conditions
que l'examen du code en préfecture ou à la poste ou chez un autre prestataire, avec des tablettes. Donc, à chaque fois qu'ils font des séries de codes, on sait où est-ce qu'ils se trompent et quelle famille, le code est divisé en 5 familles différentes, et sur quelle famille du code ils se trompent, en fait. Et donc, du coup, ça permet de pouvoir reprendre des parties de cours avec eux. Je ne sais pas si c'est les interdictions, ils se trompent toujours sur les interdictions, de refaire un zoom avec eux et de les refaire travailler juste sur les interdictions, par exemple. D'arriver à individualiser, malgré tout, les accompagnements. L'objectif, c'est qu'on soit vraiment au maximum dans un climat de confiance. Les groupes sont petits, on est à 9, 10 personnes grand maximum, on est souvent à 9. Voilà. Et le but, c'est qu'au bout des 150 heures, ils puissent se présenter au code de la route. Sur le deuxième atelier... Ah, pardon. On a une question de Mylène Imbert. Bonjour, y a-t-il un niveau de langue minimum? Mais tu vas l'expliquer en présentant la prestation Intégracode. Ouais. Pour PrépaCode, c'est pour des gens qui ont plutôt un petit niveau cognitif, en fait. Ça veut dire qu'ils sont en capacité d'avoir le code. Par contre, il faut que quelqu'un leur explique les séries de codes à côté. S'ils vont en auto-école classique et qu'ils sont juste devant un DVD qui tourne en boucle, ils ne vont pas y arriver. C'est souvent des gens qui ne vont pas comprendre des doubles négations, qui ne vont pas comprendre des termes qui ont le même... j'allais dire, qui ont 2 termes différents avec le même mot. Je suis la voiture rouge, est-ce que c'est je suis être la voiture rouge ou est-ce que je suis suivre la voiture rouge, en fait, par exemple? Ce genre de choses qui fait que il faut leur expliquer ce que veut dire le terme, ce qui est attendu, et il y a la notion d'apprendre à apprendre un peu. Donc là, on est plutôt sur des petits niveaux scolaires avec qui peuvent y arriver en y passant du temps. Sur, je ne sais pas, c'est Intégracode après? Pierre, Oui. j'ai une question. Oui. Est-ce que vous sortez de la salle de classe? Est-ce que Alors, pas sur comprendre... PrépaCode, mais sur celle que j'ai présentée là, D'accord, ok. sur le code renforcé, c'est celui d'après, en fait. C'est pour des gens qui ont travaillé leur code tout seuls ou qui sont déjà allés en auto-école commerciale, qui ont, j'allais dire, 7, 8 fautes et qui n'arrivent pas à casser le plafond de verre, à tomber en dessous des 5 fautes. Et donc là, on est sur quelque chose qui est un tout petit peu différent. Là, il y a 4 thématiques qui reviennent toutes les semaines, en fait. Donc, par exemple, je dis une bêtise, non, pas 4 thématiques, mais qui reviennent tous les mois, pardon. Par exemple, ça va être sortir en véhicule pour favoriser les explications du code dans son contexte. Ça, on le fait une fois par mois, par exemple. On les met dans des voitures, ils font le tour de la ville, on leur explique pourquoi là, il y a tel panneau, toutes ces choses-là, pour qu'ils arrivent à le visualiser, comme ça, quand ils sont après devant les séries de codes, ils peuvent mieux l'intégrer. Sur le code, il y a une partie sur le côté mécanique. Donc, une fois par mois, on ouvre le capot des véhicules et on leur fait un cours de où se trouve, je dis une bêtise, le carbu, les injecteurs, les trucs, les machins. J'y connais rien. Mais du coup, il y a des gens compétents pour le faire. Et donc, le but, c'est que ça ne soit pas, dans ce cadre-là, que de la théorie, mais qui est un bout de pratique et qui se rendent compte, en fait, que ça ne soit pas qu'avec de l'image. Là, on est sur des gens qui ont un niveau de code presque atteint, mais qui bloquent. C'est des gens qui vont l'avoir passé 4, 5 fois, 6 fois seuls, ou alors en auto-école classique, et qui, du coup, le plafond de verre, ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent jamais à passer après les 6-5 fautes là. Donc, le but, c'est de travailler avec tout ça en faisant des zooms. Donc, on a 4 ateliers thématiques, donc il y a comprendre les attendus et apprendre les outils. On se rend compte que certains n'utilisent pas de tablette. Or, le code, ça se passe sur le tablette aujourd'hui. Et donc, du coup, quand ils passent l'examen sur la tablette, ils ne sont pas familiarisés avec l'outil. Et donc, ils paniquent, ils se trompent, ils décalent d'une question. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont 35 fautes, alors qu'en fait, ils ont juste décalé d'une question au tout début, quoi. Comprendre les difficultés rencontrées, donc ça, c'est leur faire expliquer qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas pour pouvoir leur expliquer, le schématiser. On utilise des petites voitures, des tapis, comme pour les enfants, voilà, tout ce qu'il faut pour arriver à lever le frein, en fait, qui peut paraître pour nous quelque chose de simple, mais qui est un point de blocage pour eux, sur lequel ils n'arrivent des fois pas à verbaliser, et du coup, en passant par différents supports, on arrive à comprendre qu'est-ce qui est bloquant. Et après, je vous ai parlé de 2 dernières thématiques, donc présenter les différents éléments de la véhicule, donc là, c'est ouvrir le capot, comprendre, reprendre tous les termes techniques, et la sortie en véhicule une fois par mois. Et donc, le but, là, c'est aussi de présenter du code de la route, mais on est plus sur des gens qui sont plus près que sur PrépaCode.
Donc là, on est sur 6 mois maximum, mais souvent, les gens restent 2, 3 mois et on le code dans la foulée. C'est bon, j'ai répondu à ta question, Fabien, du coup? Oui, merci, ouais, merci bien. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Je ne pense pas. On peut passer à la suite. Donc le reste, ça devait être Integra de mémoire. Integracode. Integracode. Donc là, c'est le niveau de langue. Donc là, ça va être pour des. Donc on vous a mis le public là. Étrangers primo-arrivants dans le cadre d'un CIR, donc d'un contrat d'intégration républicain, avec un niveau A2. Le principe, c'est que s'ils n'ont pas le niveau A2, on n'arrive pas suffisamment à interagir avec eux et du coup, les outils qu'on met à disposition et les ressources humaines qu'on met à disposition n'ont pas suffisamment d'effet en fait. Donc c'est vraiment ce qui est compliqué par rapport à Integracode. Donc c'est vraiment avoir ce minimum-là pour avoir un groupe homogène, même si on a différentes nationalités, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est vraiment se dire qu'il faut qu'ils puissent interchanger avec les formateurs qui sont là pour animer le groupe. Donc sur cet atelier-là, donc on est toujours sur du présentiel. On a une partie en auto-formation pour eux, autour du français justement. On a des fun MOOC autour du français là-dessus. Et on a aussi de l'auto-formation sur du code, mais c'est plutôt en milieu de parcours, quand ils ont déjà bien avancé. Ils ne passent pas au code dès le départ. Il y a donc, on est basé sur le référentiel d'éducation pour la mobilité citoyenne et sur le référentiel linguistique du cadre européen, en fait. On a 13 items sur les fiches compétences langagières et les 5 modules du code, en fait. Le but, c'est d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire une intersection, et par exemple, l'après-midi, que le moniteur d'auto-école leur parle des intersections avec les ronds-points, par exemple. Je dis une bêtise. Donc, il y a 2 formateurs qui interviennent, une formatrice FLE et un formateur autour du code, qui est un enseignant de la conduite. Et donc, le but, c'est d'alterner ça et d'adapter au fur et à mesure et des niveaux des gens le cours pour tenir compte de leurs difficultés et insister sur les termes qui sont les plus durs pour eux, en fait. Là, l'objectif, c'est pas spécialement d'avoir le code à la sortie. Hein. C'est avoir un niveau suffisant pour aller sur le code par la suite. C'est déjà comprendre les termes suffisamment du code pour pouvoir se projeter sur le code de la route par la suite. Ça arrive de temps en temps qu'il y en ait un qui ait le code en même temps qu'Integracode parce qu'il a avancé, parce qu'il y a eu un déclic, des choses comme ça. Mais c'est même pas l'objectif du dispositif. Le but, c'est d'avoir le niveau sociolinguistique suffisant à la compréhension du code de la route. Il y avait une question, je crois. Oui, non, j'allais ajouter qu'on allait approfondir cette thématique-là le 14 décembre lors d'un prochain webinaire. Je vous remettrai les infos dans le mail. Mais il y a Christophe qui est en train de taper. Si vous préférez ouvrir votre micro pour poser votre question, il n'y a pas de souci. Oui, j'avais bien entendu effectivement qu'il fallait l'obtention effectivement du A2, mais je posais quand même la question parce qu'on a des personnes qui ont suivi tous les cours A2 en fait, c'est-à-dire les senteurs qui peuvent. Alors attendez, vous m'entendez? Oui, sans souci. Oui, pardon. Alors, donc on a des personnes effectivement qui ont suivi tous les cours A2 et on va dire qu'ils sont très proches de ce niveau, mais qui n'ont pas la validation. Qu'ils n'aient pas le niveau A2, oui. J'allais dire le certificat. Ça ne va pas être bloquant. On leur fait passer une éval sociolinguistique en amont. Mais malgré tout, ce qu'il faut se dire dans la prescription, dans l'orientation du public, il faut que ça soit des gens qui ont ce niveau-là, même s'ils n'ont pas le certificat entre les mains, j'allais dire, il faut qu'ils aient dans la réalité des faits ce niveau linguistique-là pour que ça puisse passer en fait. Le fait d'avoir le certificat n'est pas exigé. Par contre, donc on fait des batteries de questions, là, il faut au moins qu'ils aient 27 sur 35 à une batterie de questions qu'on fait passer en amont, en fait. C'est un des points sur lesquels on insiste et ce qui permet de nous dire, ils n'ont pas le certificat, mais ils ont le niveau suffisant, en tout cas, ça va pouvoir le faire.
C'est ce que je pensais. Merci. Sans souci. Et donc, du coup, on s'est rendu compte aussi avec Integracode que plein de gens nous étaient orientés qui avaient en dessous d'un niveau A2. Et donc, par exemple, là, on a mis en place un flux mobilité cette année, depuis septembre. Donc, on a un groupe aussi de 9 personnes qui fait là de l'apprentissage de français que sur du terme mobilité. Le but, il n'y a pas du tout de code, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre droite, gauche, dessus, dessous, intersection, créneau, je ne sais pas, les panneaux, obligations, interdictions, toutes ces choses-là. Le but étant que au prochain groupe Integracode, ils puissent se représenter et qu'on puisse réévaluer leur niveau linguistique pour voir s'ils ont atteint le niveau A2 et du coup s'ils peuvent rentrer sur Integracode par la suite en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on peut passer à la méthode d'évaluation. Du coup, on vous a mis une slide un peu sur qu'est-ce qui se passe quand on évalue la personne en conduite. Parce que du coup, j'ai dit, pour entrer sur l'auto-école, il faut faire le bilan mobilité et avoir une évaluation de conduite. Alors, l'évaluation de conduite, elle peut se faire au sein de l'auto-école, solidaire, mais dans n'importe quelle auto-école, en fait, qu'importe. J'ai dit aussi qu'il fallait avoir 40 heures minimum pour qu'on estime que la demande de rentrer sur l'auto-école solidaire soit éligible. Donc, nous, notre évaluation de conduite est basée sur une intervention d'une heure. 10 minutes sur une discussion, qu'est-ce qu'ils connaissent des règles, ils leur posent quelques questions, est-ce qu'ils ont déjà conduit, est-ce qu'ils ont conduit à vélo, est-ce qu'ils ont conduit dans un autre pays, est-ce qu'ils ont conduit, je ne sais pas, dans le cadre familial, dans des champs, des tracteurs, bon, tout ce qui fait que, est-ce qu'ils ont déjà conduit sans permis, c'est le genre de choses qui peut arriver fréquemment. Donc du coup, voilà, le but étant de voir s'ils ont déjà cette expérience permis, qu'est-ce qu'il en est. Après, ils vont dans une voiture, on n'est pas sur un simulateur, d'office, ils passent derrière un véhicule, ils prennent les pédales et ils vont aller sur un parking, la marche avant, la marche arrière, passer les vitesses, embrayer, débrayer, freiner, le regard lointain. Pendant 40 minutes, regardez ça, l'enseignant de la conduite note toutes ces choses-là, et après, il fait un bilan pendant une dizaine de minutes avec le bénéficiaire pour lui dire qu'est-ce qu'il y a qui était plutôt simple, qu'est-ce qui a été compliqué, il rééchange. Et au vu de ça, il fait une estimation. Alors, je dis bien que c'est une estimation parce que même si on y passe 1 heure sur l'évaluation, quelqu'un peut avoir des points de blocage, être stressé ce jour-là, ou choses comme ça, avoir mal dormi, être allé au boulot en horaire décalé, qu'importe, et que du coup, on estime qu'il faille, je dis une bêtise, 45 heures. Et puis la réalité des faits, c'est que la personne attaque son parcours, et au bout de 35 heures, elle est bonne à être présentée à la conduite. Parce qu'en fait, il y a eu quelque chose qui allait plus vite que prévu. Super. Et des fois, c'est dans l'autre sens. On estime que la personne, au bout de 25 heures, elle ne relève pas de l'auto-école solidaire parce que son niveau, au vu de ce qu'elle a montré sur cette éval, c'est plutôt satisfaisant. Et donc, ça peut être pour une auto-école commerciale, sans pédagogie adaptée, sans souci. Puis la personne va en auto-école et puis on se rend compte qu'au bout des 25 heures, elle n'est toujours pas présentée à la conduite. Parce qu'en fait, est-ce que la pédagogie était du coup peut-être pas la bonne? Est-ce que les points qui étaient bloquants n'ont pas été levés suffisamment vite? On ne sait pas trop. Donc, on s'est rendu compte là, avec nos 10 mois d'ancienneté, que dans certains cas, il y a des petits couacs autour de l'évaluation. Ça nous a arrivé de réévaluer plusieurs fois la personne, de l'évaluer 2 fois. Là, je pense à une situation qui a été évaluée par 2 enseignants différents 2 fois, parce qu'on n'arrivait pas à donner quelque chose de fiable, on va dire, comme résultat. On est sur de l'humain, donc ce n'est pas une science complètement exacte. Donc, on essaie au maximum de sécuriser le parcours de la personne, mais ça peut très bien arriver qu'à la sortie, on estime qu'il y a une sous-évaluation ou une surévaluation du niveau pour la conduite. Ce n'est pas impossible. Voilà un petit peu sur l'évaluation du permis B. Et après, du coup, on a, je sais plus. Et donc après, à l'issue, on peut soit aller sur de la boîte automatique, soit sur de la boîte manuelle. La boîte automatique a un gros avantage parce qu'elle permet de lever le frein de la synchronisation des mouvements pieds-mains. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on a le permis en boîte automatique, il faut trouver un véhicule à acheter en boîte automatique. Les véhicules d'occasion en boîte automatique, c'est plutôt rare.
et les véhicules neufs boîte automatique, c'est très cher. Donc du coup, par rapport au public qu'on accompagne, la boîte automatique est une bonne réponse pour obtenir le permis des fois, et des fois pas une bonne réponse pour devenir autonome, parce que c'est pas parce qu'on a le permis qu'on peut encore conduire un véhicule. Donc du coup, on y va avec parcimonie et on fait la boîte automatique vraiment dans le cas où on se dit qu'on ne pourra vraiment pas sur boîte manuelle, c'est juste impossible. On va passer à la suite. La suite, c'est pour rappeler un petit peu le parcours mobilité, mais tu l'as déjà un peu expliqué, Pierre. Ouais. Mais si tu veux refaire un petit peu les étapes. Dans l'idée, les bénéficiaires nous sont orientés par un référent qui nous fait une prescription. On reçoit, un conseiller ou conseillère mobilité fait un bilan ou diagnostic mobilité. En fonction du bilan, propose un accompagnement individuel. Et on est soit sur le savoir bouger, soit sur le pouvoir bouger. Et l'auto-école solidaire, elle est dans la case pouvoir bouger, en fait. Super, merci. Je vais vous proposer, comme pour la première animation, une petite mise en situation. Donc pareil, vous allez avoir des questions qui vont apparaître sur votre écran. Et voilà, c'est pour répondre, pour voir si tout était bien clair. Alors, première question. Quel est le nombre de personnes accompagnées par l'auto-école solidaire de la FAPCA en 2022 ? Est-ce que c'est 66 ? Est-ce que c'est 48 ? Est-ce que c'est 52 ? Donc, je vous laisse voter. Voilà, tout le monde a bien enregistré l'information. C'était bien 66 personnes accompagnées. Je vais vous proposer maintenant une question sur le pourcentage des Français contraints d'utiliser leur voiture pour se rendre au travail tous les jours. Est-ce que c'est 37%? Est-ce que c'est 51%? Est-ce que c'est 70%? Donc c'est bien 51% et ça dépend si c'est un habitant en zone rurale ou en zone urbaine, comme vous pouvez l'imaginer. Une autre question sur ce qui différencie une auto-école classique d'une auto-école à statut associatif. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est les tarifs adaptés aux conditions de ressources? Est-ce que c'est la pédagogie adaptée à des personnes rencontrant des difficultés d'apprentissage? Est-ce que c'est la durée des parcours? Ou est-ce que c'est le type de territoire où se situe l'auto-école? Plusieurs choix sont possibles. Plusieurs choix sont possibles, tout à fait. Donc, ce qui différencie une auto-école classique d'une auto-école à statut associatif, ce sont bien les pédagogies adaptées aux difficultés d'apprentissage et les tarifs adaptés aux conditions de ressources. La durée des parcours est plus longue, mais ce n'est pas un critère de différenciation. C'est de facto, alors juste, j'en profite, excuse-moi, Oriane, je te coupe. De facto, un parcours pour faire 40 heures, c'est plus long que pour en faire 20. Mais il y a on a quelqu'un, par exemple, à l'auto-école qui a 80 heures de conduite et qui passe le permis la semaine prochaine, là, le 12. Il le passe. Mais du coup, s'il ne l'a pas, on va se réinterroger de nouveau. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il avait un long parcours qu'on l'a pris. On l'a pris parce qu'il avait au minimum 40 heures. Lui, il aura un très très long parcours. Et par rapport au tarif, j'en ai pas parlé, mais je ne l'ai pas présenté. Aujourd'hui, on est à 5 € de l'heure, j'allais dire. Je vais le schématiser comme ça, 5 € de l'heure de conduite et un forfait de 30 € pour le code. C'est symbolique. Et pour l'an prochain, je vous le dis déjà par avance, mais je le redirai à ce moment-là, on sera sur 2, parce qu'on a fait des moyennes. Et c'est compliqué de leur dire à chaque fois qu'ils font 1 heure qu'il faut payer 5 €, tout ça. Donc, on va faire un forfait, ce qui est plus simple et qui sera aussi avantageux pour eux. On sera à 270 € le parcours conduite et 30 € le code, ce qui fait un parcours permis qui fasse 40, 50, 60 ou 80 heures pour 300 €. Ça sera reprécisé en début d'année là, sur la réunion de lancement des dispositifs dans tous les cas. Merci Pierre pour les précisions. On l'ajoutera peut-être au diaporama. Comme ça, vous aurez les informations. 2 dernières questions.
Vrai ou faux, l'auto-école solidaire de la FAPCA ne propose que des parcours pour passer son permis en boîte automatique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Évidemment, c'était faux. Et une dernière question sur le pourcentage. Alors, le pourcentage des habitants en communes rurales qui déclarent ne pas avoir accès à des transports en commun, est-ce que c'est entre 60 et 80%? Est-ce que c'est entre 40 et 60%? Ou est-ce que c'est entre 20 et 40%? Donc c'est bien, j'attends que tout le monde réponde, mais c'est bien entre 60 et 80%. C'est 64% pour être exact, contre 12% pour les habitants en zone urbaine. Ça veut quand même dire qu'il y a plus de 50% de delta, ce qui est quand même considérable, quoi. Tout à fait. Alors, je vois qu'on a une question dans le chat. Avec une possibilité d'aide financière, j'imagine que c'est pour les tarifs du parcours en auto-école. Alors, du coup, pour rester sur le côté financier, quand les personnes qu'on accompagne dans la plateforme de mobilité vont en auto-école commerciale, on a des aides au financement, mais il y a toujours une participation du bénéficiaire. Un permis qui vaut 1 800 €, peut-être va revenir à 250, 300 € bénéficiaire. Tout dépend de sa situation administrative, des aides qu'on a réussi à mobiliser. Bon, voilà, on va le dire comme ça. Quand il rentre sur l'auto-école solidaire, le tarif est déjà un tarif social, j'allais dire. Il reste que leur part à eux. Donc du coup, s'ils font appel, je dis une bêtise, au secours pop, au secours catholique pour avoir une aide perso pour pouvoir payer l'inscription, pas de souci. Par contre, nous, de notre côté, on ne mobilise pas d'aide. Je vais prendre le cas des crédits d'insertion du conseil départemental. On ne mobilise pas des crédits d'insertion du conseil départemental pour financer l'inscription en auto-école solidaire. On part du principe que c'est sur leur fonds propres, c'est leur quote-part de fonds personnels, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci pour répondre dans le chat. Ben voilà, ou le FDAGE, le fonds d'action, le FDAGE pour les jeunes ou choses comme ça. Voilà, on va l'utiliser, on va la demander, on va le mobiliser pour aller en auto-école classique, mais pas sur l'auto-école solidaire. Ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur les freins. Donc, c'est rapidement pour expliquer. Alors, Pierre, je te laisserai expliquer. Bah, du coup, souvent, on se dit que le frein à la mobilité, c'est le frein financier. Or, la réalité, là, nous fait dire que ce n'est pas le plus compliqué des freins, puisque malgré tout, il existe pas mal d'aides. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la plateforme de mobilité, en 2022, on a accompagné 500 personnes à peu près. Et on a toujours trouvé une solution pour le financement. Donc le frein à la mobilité, souvent ce qui arrive en premier, c'est j'avais besoin qu'on m'aide pour financer mon permis, acheter un véhicule, le réparer. Mais on se rend compte en fait quand on fait le bilan mobilité ou l'accompagnement de la personne, qu'il y a d'autres freins derrière qui, eux, sont plus longs des fois à traiter et à aborder. Donc il y a tout ce qui est frein de santé. On peut vouloir passer son permis, avoir son code, avoir un problème financier pour le faire. C'est pas parce qu'on le paye, le permis, ou qu'on aide à le financer, que la personne va avoir son code. La question cognitive, la question de santé, on a plein de personnes là qui réorientent vers des rendez-vous médicaux, ophtalmo, choses comme ça, parce que quand ils sont derrière un véhicule, on se rend compte, par exemple, j'ai 2 personnes en tête, on l'a encore fait la semaine dernière, ils roulent à gauche tout le temps. Donc l'enseignant de la conduite se pose la question de est-ce qu'ils n'ont pas un problème de vue. Donc on leur a demandé de prendre des rendez-vous dans ce sens-là. On a mis en stand-by leur parcours en se disant on arrête parce que tant que ce n'est pas réglé, c'est un problème. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté lien, j'allais dire social aussi. La peur, le stress, les émotions. Quelqu'un qui va avoir le permis mais qui a eu un accident dans sa petite enfance et qui est complètement traumatisé et donc du coup il ou elle panique dès qu'il est derrière un volant. Ça, c'est
assez souvent. Dans ce cas-là, on utilise des fois des consultations psycho, de l'hypnose thérapeutique, ça nous est déjà eu arrivé. Là, on a quelqu'un qui a eu le permis, elle a fait de la sophrologie le matin même de l'examen, histoire d'arriver le plus détendu, puisqu'elle avait raté déjà 2 fois parce qu'elle stresse trop. On a fait une séance de sophrologie le matin même, elle allait passer son permis, elle l'a eu dans la foulée. Donc, souvent, il y a tous ces freins qui sont certes potentiellement annexes, mais qui presque pour nous sont les freins prioritaires en fait, puisque l'argent, on va arriver à le trouver au fur et à mesure. Donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que des fois, on se dit, c'est juste un problème d'argent, et foncièrement, dans l'accompagnement, c'est presque tout le temps tout sauf qu'un problème d'argent. Il y a toujours un autre frein derrière, la plupart du temps. Les parcours font à peu près 18 mois minimum. C'est-à-dire que c'est plutôt long. Quand il n'y a qu'un problème d'argent, ça nous est arrivé qu'il n'y avait qu'un problème d'argent. En 6 mois, le code et le permis sont obtenus. Dès qu'il y a un autre frein plus long, on passe entre 1 et 18 mois. Et pour certains pour lesquels les freins sont longs, on est à plus de 18 mois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces freins identifiés là, du coup? Pas de questions dans le chat, donc on peut passer à la suite sur la procédure de prescription. Ouais. Alors, jusqu'à aujourd'hui, vous transmettiez des prescriptions papier. À partir du 4 janvier 2023, il y aura une prescription numérique. Ça sera relativement simple. Il y a un site internet, là, vous avez l'adresse. Donc, allez pas dessus, ça ne marche pas. Volontairement, ça ne marche pas. Parce que je savais qu'une fois que je donnerais l'information, les gens iraient dessus, ils nous feraient des prescriptions. Donc, dans les faits, ça marche, mais vous ne pouvez pas encore vous connecter. Ça sera actif que le 4 janvier 2023. Donc, vous irez sur ce site. Vous avez un mot de passe. J'ai fait un mot de passe généraliste pour tout le monde. Un mot de passe et un login. Et avec ça, vous pouvez saisir votre prescription. Il y a 4 étapes de saisie. On peut déposer les pièces jointes nécessaires, toutes ces choses-là. Il n'y a aucun souci. Ça prend à peu près 7 minutes, je pense, pour faire la prescription en intégrant les pièces jointes. Et surtout, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez saisi, que vous avez rentré vos données perso sur qui est le prescripteur, pour quel organisme, vos coordonnées, toutes ces choses-là, vous les retrouvez d'une fois sur l'autre, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois cette saisie-là, c'est déjà préenregistré. Donc, ça permet de gagner un peu de temps. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à aller un peu plus rapidement sur la prise en charge des personnes, de gagner un peu de temps sur la réception des fiches de prescription et d'avoir des fois des prescriptions qui ne sont pas lisibles, où il n'y a pas le numéro de téléphone du bénéficiaire ou choses comme ça. Et donc, ça nous oblige à rappeler le prescripteur, toutes ces choses-là. Donc là, vous serez sur des zones de saisie obligatoires, le téléphone, le mail, les choses. Voilà. Et donc, pour passer à l'étape d'après, il faudra le remplir. Et donc, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on le recevra, on sera en capacité de reprendre contact avec le bénéficiaire par la suite. J'ai fait un tuto de saisie, donc peut-être, Oriane, je te l'enverrai après, peut-être à mettre en pièce jointe de ce webinaire, du coup. Je suis en train d'y penser, là. Oui, pas de souci. On l'ajoutera au mail. Ouais. Et moi, je voulais rapidement vous présenter également la plateforme Onigo, qui est une plateforme, du coup, qui a été créée par le réseau Mobine, qui permet de faciliter l'accès des publics vulnérables aux solutions de mobilité solidaire et aider les accompagnateurs sociaux dans leur mission. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment une plateforme ludopédagogique où vous allez pouvoir retrouver du contenu, que ce soit des vidéos pédagogiques, des fiches pratiques ou des chiffres clés, pour faciliter la compréhension des métiers de la mobilité solidaire et donc faire comprendre à vos bénéficiaires les solutions de mobilité solidaire et qu'est-ce que la mobilité solidaire. Je vais vous présenter l'un des contenus qu'on retrouve sur cette plateforme et vous aurez le lien du coup dans le mail pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous partager mon écran. J'insiste sur ce que dit Oriane, du coup, c'est vraiment pour les bénéficiaires qui ne comprennent pas ce que peut être un bilan mobilité, un parcours d'accompagnement. Il y a des vidéos, il y a plein de présentations très ludiques, très simples, efficaces, qui peut permettre à des personnes qui, sur de l'écrit, ont du mal. Là, c'est imagé, ça peut permettre de comprendre, quand ils viennent nous voir, qu'est-ce qu'ils vont y retrouver, en fait. Complètement. Et c'est aussi un outil de formation pour même
vous en apprendre plus. Et il y a un outil qui est très pratique, c'est un glossaire pour expliquer des termes qui peuvent être très compliqués de manière très simple. Donc, je vais vous montrer l'un des contenus, qui est une vidéo qui présente du coup les auto-écoles à statut associatif. Ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est la thématique du jour. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Ce sera peut-être un petit peu en décalé, je vous enverrai le lien après dans le chat. T'as coupé? Oui, je vais la relancer là, c'était pour voir si vous entendiez bien. Je la relance. En tant que forain, oui, c'est sûr que travailler à 2 heures d'ici sans le permis, mon patron ne peut pas toujours me ramener. Donc, avoir le permis pour se déplacer dans le centre-ville ou aller à son travail, surtout dans l'Olivier, le permis c'est primordial. Surtout que le bus ne passe pas partout. Aller voir ma famille, qui est très loin maintenant du coup. Donc oui, c'est plus facile pour moi de pouvoir maintenant aller les voir qu'avant. Avant, je les voyais pas beaucoup. Mon chargé d'insertion était au courant de ma situation, surtout que l'auto-école avait fermé 2 fois de suite. Donc c'est lui qui m'a orienté, qui m'a parlé de l'association. Je suis arrivé ici la première fois. La première personne qu'on a vue, c'est mon moniteur. Il nous a mis directement à l'aise. Ça a été un an où il nous a suivis. Et le but principal, c'était de l'avoir du premier coup. Donc pour moi, c'est objectif atteint. Le problème que j'avais avec l'auto-école classique, c'est qu'on changeait de moniteur pratiquement à chaque leçon. Et ça, c'est perturbant parce qu'on fait toujours la même chose. Alors, l'auto-école associative, moi, dans laquelle je suis rentré, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le même moniteur, que ça soit pour le code et la conduite. Donc il sait notre parcours depuis le début, il sait que les erreurs qu'on peut faire. Moi, j'ai payé 330 € le permis, plus 30 € d'examen de code, ce qui revient à 360 €. Je pouvais payer en une seule fois, comme en 10 fois. Si je devais remercier quelqu'un auprès de la structure dans laquelle j'ai été, c'est mon moniteur Christian. Il a été là pour moi, il m'a accompagné quand ça allait, quand ça allait pas. Il m'a suivi jusqu'au bout. Grâce à lui, j'ai mon permis. Même grâce à lui encore, les papiers, c'est lui qui me les fait faire. Il m'a sorti une belle épine du pied et pour ça, je le remercierai jamais assez. S'ils n'y arrivent pas, qu'ils font dans une auto-école associative la plus proche de chez eux. Moi, j'ai aussi, donc pourquoi pas eux. Donc voilà un petit peu le type de contenu qu'on peut retrouver. J'espère que vous avez pu entendre correctement. Et voilà, vous pourrez aller voir du coup cette plateforme Onigo. Et du coup, je rebondis sur ce qui a été dit, parce que ça marche aussi pour la FAPCA, sur le fait d'avoir toujours le même moniteur. Ils font leurs cours toujours avec le même moniteur ou la même monitrice. Ils en changent souvent une fois quand ils sont prêts, parce que l'autre enseignant de la conduite ne le connaît pas, et donc ça permet de tester comme si c'était en condition d'examen en fait. Donc quand ils changent, on fait un examen blanc, et c'est l'autre enseignant qui fait l'examen blanc du coup, parce que du coup il n'a pas de repère, ce qui permet d'avoir un regard, j'allais dire, neutre sur l'accompagnement de la personne. Et à partir de là, les moniteurs décident ensemble de le présenter ou pas à l'examen. Le but étant toujours de sécuriser au mieux, au maximum, le parcours mobilité de la personne. Donc, ils gardent leur moniteur tout au long de leur parcours
et le deuxième enseignant intervient au moment où ils sont prêts pour faire un examen blanc. Et ça, c'est très important parce qu'on est sur des gens qui sont stressés, qui n'ont pas de confiance en eux, qui, une fois qu'ils ont des habitudes, rentrent dans le cheminement. Donc, quand il y a l'évaluateur, l'inspecteur de la conduite, souvent, on se rend compte que ce qu'ils savaient faire devant l'enseignant, le jour de l'examen, ben, ils sont en stress et ça ne marche pas. Donc, du coup, on a mis ça en place, là, le fait que le deuxième enseignant de la conduite intervienne pour faire un examen blanc en amont, en fait. On va passer maintenant au contact. Donc, vous aurez les contacts pour joindre la FAPCA et pour joindre la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes si jamais vous avez d'autres questions supplémentaires. Et on va passer à un temps de questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques voilà, pour Pierre sur l'auto-école, statut associatif de la FAPCA? Ou si c'était tout très clair. Est-ce qu'il y a des besoins qu'on n'a pas évoqués là? Ce serait l'occasion de faire la liste au Père Noël, c'est la saison qui veut ça. Ah, déploiement en milieu rural, oui, pardon. Mais merci de le rappeler dans le chat, je viens de le voir. Donc nous avons été lauréats d'un appel à candidature du commissariat de lutte contre la pauvreté pour mettre en place une unité mobile, un camion de formation. Donc à partir, je pense, de septembre 2023, nous aurons un camion avec salle de formation et bureau intégré et mini-salle de code qui pourra sillonner les routes du Cantal. Donc, l'objectif étant de pouvoir mettre du prépa code, par exemple, à Mauriac, à Riom, à Hyde, à Massiac, à Saint-Flour. On ne fera pas de la conduite sur tout le territoire. Parce que ça voudrait dire qu'il y en ait des voitures un peu partout et des anciens de la conduite partout, mais par contre, on pourra faire de la préparation au code de manière plus fluide sur d'autres territoires que celui de la Cava. Ok, super. Et avec le même niveau d'intensité que sur Aurillac? Le but, c'est qu'il y aurait... alors, il va falloir voir comment on a reconstitué le groupe, mais l'objectif, c'est qu'il y ait au moins deux interventions semaine sur le même territoire. D'accord, ok. Pour voir avec le déplacement si ça sera 2h30 ou 2 heures de formation. Mais voilà, Et par rapport à la conduite, j'entends bien là par rapport au véhicule, association avec le garage solidaire, possible, pas possible? Parce qu'ils ont pour avoir des véhicules sur place et pour aller sur de la conduite. Il faut que ça soit des véhicules adaptés. D'accord. Des doubles pédales et il nous faut des anciens de la conduite en plus. D'accord, ok. Et donc là, tout de suite, pas possible. Ouais. Il y a une double problématique, hein, c'est-à-dire que du moment qu'on fait de la conduite, il nous faut un deuxième local, un deuxième agrément, des moniteurs sur place. Du coup, c'est une deuxième entreprise. D'accord, ok. Quasiment. En tout cas, bonne nouvelle. Le camion, là, ça nous permettra de faire des groupes de 5 à 6 personnes. Ouais, c'est bien, quoi. Je pense sur Aurillac, on fait des groupes de 9. Je suis pas sûr qu'à Mauriac, on ait 5 ou 6 personnes qui aient à peu près le même niveau de difficulté à l'instant T, en fait. C'est ça aussi qui est compliqué. Pour avoir une antenne secondaire, d'avoir des groupes suffisants pour mobiliser du monde en quantité suffisante, en fait. Donc, du coup, se dire qu'on est avec une unité mobile là, qui pourra se déplacer de parking en parking assez facilement, logiquement. D'accord. Et qui sera autonome, du coup. C'est cool, merci. Ouais. Oui, est-ce que ça concernera aussi le code renforcé ou alors que prépa code? Et bien alors du coup, j'ai dit prépa code, je donne un exemple, mais ça sera en fonction du niveau des personnes. Je dis une bêtise, peut-être qu'à Mauriac, on fera du prépa code, et peut-être qu'à Rion-Esmontagne, on fera du code renforcé parce qu'on aura 3-4 personnes qui seront plus à même de rentrer sur cet atelier-là que sur ailleurs. On va le construire en fonction des besoins du territoire et des personnes qu'on a en accompagnement sur ces territoires et pour qui ça bloque en fait. Donc, on ne fera peut-être pas les mêmes modules de formation sur les mêmes territoires. Oui. D'accord, ça ne peut pas concerner de l'Integra-Code parce que c'est quand même tous les jours, c'est plus assez. L'Integra-Code, ça va être plus compliqué parce qu'il faut qu'il y ait une formatrice ou un formateur FLE, mais et pour l'instant, maintenant, il y a un CADA à Saint-Flour, donc on peut peut-être commencer à avoir des personnes qui ont le niveau sociolinguistique à 2 suffisant.
et un CIR et toutes ces choses-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, la question ne se posait pas trop sur Saint-Flour et sur Mauriac encore moins. Mais peut-être qu'à terme, alors ça, je ne m'engage en rien sur Integracode à Saint-Flour, mais en tout cas, avec ce type d'outil, ça sera toujours plus facile à envisager que jusqu'à présent, en fait. Ce qui était impossible, hein, foncièrement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine ce webinaire? Alors, merci à tous d'avoir assisté et je vous transmets du coup toutes les informations par mail. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci à tout le monde. S'il y a des besoins, il y a les coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et voilà, vous pouvez déjà prénoter dans votre planning le vendredi 6 janvier, il y aura une réunion d'information et en présentiel et en distanciel, en simultané, pour que tous les acteurs du territoire puissent avoir la même information au même moment, en fait. Dès que les choses sont un peu plus calées, organisées, officielles, je vous le transmets en direct. En espérant que ça vous ait apporté quelques renseignements complémentaires. Dans ce cas. Oui, tout le monde nous dit merci beaucoup et bonne présentation. Merci à tous, bon après-midi. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.